démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut excellent. Excellentissimo. C'était le week-end de la foire du livre de Bruxelles et donc je suis allée tout le week-end dans la plus belge des capitales avec ma copine Sophie, que vous connaissez bien sûr très bien sur cette chaîne. On a passé donc tout le week-end à Bruxelles entouré de livres, de chouettes auteurs et de copines Bookstagram. Donc comment vous dire que la semaine, juste après, pour enchaîner avec le travail, c'est complicado. On est clairement sur une déprime post-salon. Mais écoutez, quand je regarde tous les livres que j'ai achetés, je me dis que ça aide à faire passer la déprime. Je vous ai fait, je ne vous ai pas fait d'ailleurs de book haul dans le vlog précédent. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon vlog précédent, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. Donc pourquoi je n'ai pas fait de book haul dans le vlog précédent? Eh bien tout simplement parce que avec Sophie, on va tourner une vidéo spéciale pour vous expliquer notre expérience, notre deuxième expérience à la foire du livre de Bruxelles, et on va également vous faire un petit book haul en vidéo. Donc je ne sais pas du tout si la vidéo sera déjà sortie à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, ou si elle est en cours de tournage, montage ou pas encore existante. Je vous mettrai soit la vidéo dans le i ici, si elle existe, soit je vous mettrai l'information, l'update de cette vidéo juste ici en dessous. Donc voilà, stay tuned ou alors allez la voir juste ici. Sinon, dans le vlog précédent, je m'étais arrêtée sur un petit cliffhanger, sur un petit suspense, parce que je vous avais montré que j'avais reçu de la poste. J'ai une maison d'édition qui m'a envoyé un bouquin à la demande d'un auteur, et je suis trop contente parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Pour sa personne, je trouve que c'est un auteur extrêmement solaire, extrêmement agréable. Je prends toujours beaucoup de plaisir à le rencontrer et à discuter avec lui. Et donc, quand il m'a envoyé un petit message pour savoir si je voulais recevoir son nouveau livre en service presse, j'ai pas hésité une seule seconde parce que j'aime beaucoup ce qu'il écrit et j'aime beaucoup cette personne. Donc voilà, je lui ai donc dit que j'acceptais son aimable proposition et donc j'ai reçu un colis des éditions JC Lattès, plus précisément des éditions du Masque en fait. Mais je vais garder encore un petit peu le suspense traîné. Je vais d'abord vous parler de ma lecture en cours. Oui, bon, ne m'en veuillez pas, mais en fait, si vous restez plus longtemps sur la vidéo, ça m'aide au niveau de l'algorithme de YouTube. Donc, petite coquine que je suis toujours à la recherche du buzz et de la célébrité, eh bien, je vous laisse un petit peu traîner si vous regardez la vidéo un peu plus longtemps. Et c'est pas plus mal pour le référencement. Donc, ma lecture en cours, quelle est-elle? C'est celle-ci. Cyril Carrère, La colère d'Izanagi. Je suis à la page 204 sur 320 quelque chose. Sur 323. Donc, il me reste pas grand-chose en fait. 119 pages, si je ne dis pas de bêtises, et si mon cerveau est toujours alerte après un cours de japonais, et il est présentement plus de 22 heures. Donc, j'espère que mon cerveau est toujours bien alerte, effectivement. Le lien est tout fait, je viens d'avoir un cours de japonais et je vais vous présenter le livre d'un auteur qui habite au Japon et dont l'histoire se passe à Tokyo. Donc, dans La colère d'Izanagi, on va suivre principalement Hayato Ishida, qui est un jeune flic prodige, mais qui a un sale caractère, qui n'aime pas travailler en équipe, qui est plutôt solitaire et qui n'aime pas suivre les règles. On va lui confier la tête d'une nouvelle section de la police et on va lui imposer comme collaboratrice Noémie Legrand, qui est une franco-japonaise qui travaillait avant au Colcaise, mais qui elle n'avait pas vraiment sa place dans l'équipe et elle a envie de faire ses preuves. Et donc, quand on lui a proposé de travailler avec Hayato, elle n'a pas hésité à dire oui. Et au plus grand déplaisir de Hayato, parce que comme il est solitaire et que voilà, il n'aime pas être accompagné de quelqu'un, on lui fourre Noémie dans les pattes, c'est pas pour son plus grand bonheur. Mais in fine, on remarque qu'au final, il apprécie de travailler quand même avec elle parce que je trouve que les deux se complètent très bien. Ils vont être mis sur une enquête assez délicate. Il y a un immeuble qui a brûlé dans le quartier de Shinjuku, qui est le quartier des affaires de Tokyo. Et cet incendie en fait d'immeuble va se propager
sur d'autres immeubles, donc du pâté hein, d'immeubles. Et donc plusieurs immeubles, encore une fois, vont brûler et on va vite se rendre compte que cet incendie n'a pas été déclenché par accident ou quoi, c'est un incendie criminel. Et donc Noémie et Hayato vont être placés sur cette enquête et donc vont enquêter pour élucider l'affaire. En parallèle, on va suivre Suzuka et comment il s'appelle encore Kenta. Oui, Kenta. Kenta, qui sont deux étudiants en école d'art, donc en musique, qui avaient un job d'étudiant dans une maison d'édition qui était située dans une des tours qui a brûlé à Shinjuku. Et donc, ils vont ensuite rechercher un autre job d'étudiant pour pouvoir financer leurs études, leur logement, etc. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, les deux histoires vont se rejoindre. J'adore ce roman. Franchement, je trouve, c'est la première fois que je lis un livre de Cyril Carrère et honnêtement, j'aime énormément sa plume. Je trouve qu'elle est très fluide, extrêmement facile à lire. Les pages défilent sans qu'on s'en rende compte. On est vraiment bien dans cette histoire. Franchement, c'est une des plus belles plumes, ou en tout cas des plumes les plus faciles à lire, les plus agréables, les plus fluides, les plus... voilà, depuis, je dirais, ma lecture d'un Céline Dangean. Parce que je sais que le gros fort de Céline Dangean, outre ses personnages féminins, c'est notamment sa plume. Et là, franchement, j'avais plus lu un livre de manière aussi fluide et rapide depuis, je pense, le cheptel de Céline Dangean. Vraiment, je suis impressionnée par cette plume qui est agréable. J'adore également, bon là ça se passe à Tokyo, donc Cyril Carrère qui habite donc au Japon connaît très très bien l'ambiance de ces villes japonaises et je trouve qu'il retranscrit extrêmement bien l'ambiance des villes, les caractères des personnages, ce que c'est que de vivre au Japon, les différentes mentalités des personnes nippones. Je trouve que tout ça c'est bien retranscrit et en plus je trouve que l'enquête est extrêmement addictive. C'est pas... Alors, c'est haletant sans l'être. En fait, il n'y a pas... Il n'y a pas énormément de rebondissements, pardon, in fine. On suit l'enquête, suivre son cours, on suit les personnages secondaires. Et en fait, à chaque chapitre, ça apporte son lot d'éclaircissement, d'éclairage. Ouais, plutôt d'éclairage. Je suis pas décidément une lumière niveau vocabulaire aujourd'hui, hein. Remarquerez le champ lexical de l'électricité, lumière, etc. Bref, trait d'humour mis à part. Non, franchement, je trouve que... Ouais, il n'y a pas beaucoup de rebondissements, mais en fait, il y a quand même des éléments qui s'insèrent au fur et à mesure qu'on avance dans le livre. Il y a du suspense supplémentaire qui arrive, des éclairages sur d'autres mystères, sur d'autres... zones sombres, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, au fur et à mesure, on assemble les pièces du puzzle. Et donc, là où j'en suis, le puzzle commence un petit peu à dévoiler son sujet, mais ça reste quand même assez flou. Je me doute que au fur et à mesure, je vais continuer à avancer. Des détails que je n'aurais pas imaginés vont apparaître dans ce puzzle pour au final avoir une image totalement saisissante. Ouais, franchement, c'est un chouette livre. Je prends énormément de plaisir à le lire. Belle découverte, honnêtement. En plus d'être un auteur extrêmement sympathique, parce que je discute souvent avec Cyril Carrère sur Instagram. Déjà parce qu'on a la passion du Japon tous les deux, hein. Vous le savez, j'étais déjà fan du Japon avant de partir en voyage là-bas, mais depuis que je suis revenue, ça devient carrément une obsession. Je prends des cours de japonais, etc. Donc déjà, là-dessus, on a des points communs. Et puis, on discute parfois également littérature, écriture, etc. Et je trouve que c'est quelqu'un de très sympathique. Je ne l'ai pas encore rencontré en vrai, mais j'espère pouvoir le rencontrer lors d'un salon prochainement. Je ne sais pas, on verra. Mais voilà, donc première découverte de Cyril Carrère en livre et franchement très bonne surprise pour moi, excellent livre. D'ailleurs là je ne vais pas blablater encore pendant des heures parce que j'ai envie de me mettre en pyjama et continuer ce livre. Mais je vous vois venir, ne vous inquiétez pas mes amis, je vais quand même ouvrir ce colis avec vous. Déjà parce que j'ai trop hâte de découvrir ce livre en vrai, de l'avoir en main et puis de vous le montrer hein, du coup. Donc allez, c'est parti pour l'unboxing. Il se sera fait attendre hein, quand même ce livre, mais
Je suis trop contente, oui. En plus, la couverture est canon. Franchement, j'adore le travail éditorial. La maison d'édition a cela dit mis un sale macaron sur la couverture, c'est totalement désagréable. Arrêtez de mettre des macarons sur la couverture. Bon, là c'est un macaron en stickers, donc à la limite je pourrais éventuellement l'enlever parce qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'un macaron qui est imprimé sur la couverture. Bon, est-ce que j'ai assez fait durer le suspense? Ouais, quand même, je pense, hein. Donc, quel livre ai-je reçu en service presse? Le dernier roman de Nicolas Lebel, La Ruche. Je suis trop contente. Donc en fait, ce livre-là, c'est le 4e tome de sa saga qui est composé donc le gibier, l'Alali et le 3e tome, son nom m'échappe, donc je vous mettrai bien évidemment comme à chaque fois les 3 titres juste ici. Et en fait celui-là, c'est apparemment le 4e tome. Je vais vous lire du coup le résumé pour vous donner également envie de découvrir ce livre-là. Et vous voyez la couverture, elle est vachement belle. J'aime vraiment bien, elle est super classe. Donc du coup, Nicolas Lebel, La Ruche aux éditions du Masque. Qu'est-ce que ça raconte? Genève. Un homme en costume s'arrête devant un sans-abri, lui donne son portefeuille, tous ses vêtements et s'éloigne, nu, une arme à la main. À travers la vitre d'un restaurant, il fait feu sur un client avant de retourner l'arme contre lui. Strasbourg. Une femme en accoste une autre dans la rue, avant de la battre et de se donner la mort. Même modus operandi. Pourtant, les tueurs ne se connaissaient pas et ne connaissaient pas leurs victimes. À la tête des Furies, un groupe d'assassins professionnels, Alecto comprend aussitôt. Quelqu'un en veut à son business. Peut-être même aux Furies. Mais qui? Avec son équipe, dont l'indomptable Yvonne Chen, il fait face à une bande de tueurs d'un genre nouveau, pourvu d'aussi peu de scrupules que lui, et tente de sauver sa peau à l'heure où les Furies doivent affronter la ruche. Nicolas Lebel, surnommé le David Fincher du polar français, lauréat du prix des lecteurs du livre de poche, signe un thriller très visuel, mêlant énigmes, espionnage et action. Télérama nous dit « Nicolas Lebel se plaît à décaper les codes parfois policés du livre noir ». Trop bien. Donc là, effectivement, on retrouve donc l'indomptable Yvonne Chen, qui est l'enquêtrice principale, il me semble, de sa trilogie, donc composée de Le Gibier, l'Alali et voilà, cette trilogie-là. Donc écoutez, j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre. Je trouve que le résumé, c'est tout ce que j'aime. Ouais, franchement, il vend trop du rêve. Je pense, en fait, je n'ai pas encore lu la trilogie, que je vous ai mis déjà 2 fois ici en dessous. J'ai le 1er tome dans ma palle, mais je n'ai pas encore lu la trilogie. Donc je pense que je vais quand même lire ce livre. Je vais prendre le risque de lire le 4e tome avant les 3 premiers. J'espère qu'il n'y aura pas trop de spoil. Je pense pas. Honnêtement, on verra. Écoutez, de toute manière, je vous le dirai. Hein. Mais je vais directement sortir ce livre, ce 4e tome, avant de lire les 3 autres donc, de ma palle, parce que il me donne fortement envie. Et puis, comme je l'ai reçu en service presse, j'ai pas envie de le laisser traîner, pendant des mois et des mois dans ma palle, qui ne fait que s'agrandir, mine de rien. Alors, est-ce qu'il est dédicacé? Oui, il est dédicacé. Trop bien. Ah, décidément, les baies de Nicolas Lebel, il les fait à la perfection. Franchement, ces baies sont canonissimes. J'adore ça. C'est une petite private joke, bien évidemment. Certaines personnes comprendront, d'autres pas. Mais sachez que Nicolas Lebel fait des très beaux baies. Donc voilà pour mon service presse. Je suis trop contente, vraiment. Je suis vraiment émue, en fait, que Nicolas Lebel ait pensé à moi pour m'envoyer un livre. Donc, s'il passe par ici, Nicolas, je te remercie fortement encore une fois pour cet envoi. Et également, un grand merci aux éditions du Masque et JC Lattès de m'avoir envoyé, du coup, ce service presse. Parce que, habitant en Luxembourg, c'est vrai que parfois, les maisons d'édition sont un peu réticentes à nous envoyer à travers la frontière des livres. Mais là, en tout cas, ça a été fait. Donc, merci beaucoup à la maison d'édition et à l'auteur encore une fois. Oh là là, j'ai failli m'étrangler. Je sais pas si ça s'est vu. J'ai failli... j'avalais ma salive de travers. C'est l'excitation, ça. C'est l'excitation mêlée à un petit peu de fatigue. Mais du coup, moi, c'est déjà ici que je clôture ce premier rush de la semaine. Parce que je vais aller me mettre en pyjama et continuer cette lecture. Donc, je vous dis à plus tard.
En fait, je remarque que je suis vraiment teuteux. J'ai un livre de Nicolas Lebel en main, qui est une suite de sagas, et donc forcément, en fait, que c'est noté à l'intérieur. Ah là là, donc la série des furies composée du gibier, la capture et l'hallali. Ah, on va dire que c'est la fatigue. Hello, on se retrouve pour la clôture de cette 50e semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 mars et c'est un jour spécial pour moi parce que aujourd'hui je fête mes 1 an sur YouTube. Donc il y a 1 an tout pile, je sortais ma toute première vidéo, ma vidéo présentation. Donc écoutez, je vais faire un petit peu de pub. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, si vous avez envie de voir mes tout débuts sur cette chaîne YouTube, si vous aviez envie de me voir en tant qu'amatrice, débutante, etc. Je vous invite bien évidemment à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai comme d'habitude dans le petit i juste ici. Donc voilà, c'est un jour assez spécial aujourd'hui. C'est hyper chouette de voir que j'ai quand même tenu 1 an sur YouTube. C'est vrai que je me lance pas d'habitude dans des projets si je démarre pas un projet dans le but de l'abandonner, quoi. Et du coup, c'est vrai que je me posais quand même des questions 1 an après, qu'est-ce que ça allait donner cette présence sur YouTube. Et puis je vois que c'est passé déjà méga vite. Et puis je prends vraiment beaucoup de plaisir en fait à venir vous voir en caméra régulièrement pour vous faire des petites updates lecture, pour vous montrer mes petits achats, pour vous parler de goodies livresques, de points culture et autres petites bêtises que je peux sortir parfois comme ça en vidéo. Et voilà, donc écoutez, ça fait 1 an aujourd'hui que ma chaîne YouTube n'a pas été ouverte parce que je l'ai ouverte juste avant, mais en tout cas a démarré, que le succès a commencé et que j'ai fait mes débuts en tant que youtubeuse professionnelle, n'est-ce pas? Bon, sinon, un petit peu de sérieux, revenons à nos moutons, revenons à nos lectures. Et donc la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de La colère d'Izanagi de Cyril Carrère. Et donc je l'ai terminé ce week-end. Franchement, c'était une très chouette lecture. J'ai trouvé que c'était vraiment une lecture palpitante. On apprend en fait dans les remerciements de l'auteur à la fin que l'histoire racontée dans ce livre est inspirée de faits réels. Et donc du coup j'avoue que quand on apprend ça, ça donne une toute autre vision de ce récit et c'est extrêmement glaçant. Franchement, si c'est vraiment basé sur de la réalité et qu'il y a même que 10% de ce qu'il y a dans ce livre qui est réel, c'est relativement glaçant. Donc voilà, donc ça a ajouté à la fin de ma lecture une dimension supplémentaire. Sinon, j'ai trouvé que c'était vraiment un roman hyper addictif, hyper palpitant, c'est très difficile à lâcher. Le style de Cyril Carrère, sa plume, elle est vraiment agréable, c'est extrêmement fluide. Les pages défilent hyper rapidement. L'intrigue également se déroule rapidement. Alors c'est vrai que ça a un côté un petit peu peut-être brouillon, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on passe vite d'un rebondissement à un autre. Le fait également que le roman aille si vite, forcément on ne développe pas assez les personnages. Les personnages sont pas trop... Ils sont pas traités
vraiment en profondeur. On a des informations sur leur personnalité, sur leur histoire, etc. Mais c'est pas vraiment fouillé. Après, ça reste assez superficiel, mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé en fait. Parce qu'ils ont quand même un côté assez caricatural, mais je trouve caricatural dans le bon sens. Ils sont vraiment attachants, mine de rien, et ils sont caricaturales, mais drôles. Ça les rend attachants en fait, ce côté justement un petit peu cliché superficiel. Et j'ai bien aimé en fait leur dynamique en fait, donc entre Hayato et Noémie. J'ai vraiment bien aimé l'équipe qu'ils forment, j'ai vraiment bien aimé ces personnages, et en fait aussi le fait d'en savoir si peu sur eux, ça donne envie de les retrouver dans une seconde enquête. À la fin du roman, on se doute qu'il va y avoir une suite, qu'on va retrouver ces deux enquêteurs-là, et du coup ça donne envie parce qu'en fait on s'est tellement attaché à eux par leur côté un petit peu caricatural, on en sait tellement peu sur eux parce que comme je l'ai dit, on n'a pas le temps de les développer en profondeur, et ben du coup ça attise un petit peu la curiosité du lecteur, en tout cas ça a attisé la mienne, et j'ai véritablement envie de les retrouver dans le prochain opus quoi. Donc pour ça c'était assez chouette. Du coup aussi comme le rythme du récit est assez rapide, bah forcément les chapitres sont relativement courts, ils s'enchaînent facilement, donc voilà, je trouve que c'est quand même agréable d'être dans cette enquête. En plus j'ai trouvé que l'enquête elle était vachement originale, j'ai trouvé que c'était, ouais, que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Alors j'ai déjà lu des romans qui se base un petit peu sur la même construction narrative. Donc en fait ici on est dans une sorte de jeu de piste. Je pense que c'est pas spoilant de vous dire ça. Ouais, en trame de fond, il y a une espèce de jeu de piste pour les différents rebondissements. Du coup, j'ai déjà lu des livres qui prenaient cette tournure, mais jamais comme celle-là. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était vachement original. Et en plus, et ça, je trouve que ça a été le gros point fort du livre. Il y a eu un rebondissement. Mais alors, moi, je l'ai pas vu venir. Je l'ai vraiment pas vu venir. Je l'ai pris en pleine face, mais vraiment, ça a été violent. Ça a vraiment été violent. Et mon Dieu, mais quelle belle surprise. Franchement, incroyable. Un des meilleurs rebondissements que j'ai lus depuis ces dernières années. J'ai pas mémoire. Peut-être un Donato Carisi, hein, quand je repense au chuchoteur ou au tribunal des âmes, ça m'avait fait un petit peu la même chose, certains retournements de situation. Peut-être l'égaré, d'ailleurs. Un des derniers Donato Carisi, je me demande si c'était pas l'égaré. Le retournement de situation qui est à la fin, qu'on n'a pas du tout vu venir. Ben là, ça m'a fait exactement la même chose. C'était genre, waouh, mais non, mais quoi? Comment? Mais non, mais attends, non, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et en fait, bah si, c'est totalement possible. Et du coup, c'est vrai que quand on a quand on connaît ce rebondissement, ce twist, c'est vrai qu'on se pose du coup beaucoup de questions par rapport au début de l'intrigue. C'est vrai que du coup, alors je vais pas dire que le début de l'intrigue devient incohérent parce que c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'on se dit, mais en fait on remet en perspective tout ce qu'on a lu dans la première, enfin juste avant le rebondissement quoi. Et de ce fait, c'est vrai qu'il y a comme un petit manque d'explication. Parce que du coup, vu que tout ce qu'on a lu avant ce twist est remis en perspective, on se dit, bah ouais, mais pourquoi ci et pourquoi ça et comment ça se fait que et patati et patata. Donc on a quand même un nouveau questionnement qui arrive en tant que lecteur, et c'est vrai que dans la deuxième partie, on répond pas vraiment à ces questions. Mais in fine, ce côté assez flou, ce côté assez, du coup, un peu tiré par les cheveux, un petit peu hors cadre et irréaliste, ben en fait, ça fait quand même le taf. Parce qu'on se dit que c'est comme ça que l'auteur a construit son récit. Et en fait, si on se laisse porter, si on réfléchit pas trop, en fait, on se dit, mais non, en fait, oui, c'est logique qu'il y a ce genre d'incohérence, parce qu'en fait, il a fallu ça pour qu'on puisse être surpris par le twist. Et moi personnellement, ça m'a pas du tout dérangé en fait de rester même dans le flou juste après, parce qu'en fait je trouve que le récit était tellement bien structuré, c'était tellement fluide pardon. Les rebondissements s'enchaînaient tellement avec naturel, et même s'ils s'enchaînent rapidement, je trouvais que c'était tellement bien fait, tellement bien écrit, tellement bien
tout coordonné qu'au final, bah, c'est un récit qui coule et on lui pardonnerait les potentiels reproches d'incohérence, de côté un petit peu tiré par les cheveux, etc. et de manque d'explication. Franchement, il faut se laisser porter parfois par les histoires. Et là, moi, c'est en tout cas, je me suis complètement laissée porter par cette histoire. Et ça a totalement fait le taf avec moi, quoi. J'ai vraiment été surprise. J'ai pris beaucoup de plaisir. Oui, j'ai eu des questionnements qui n'ont pas reçu de réponse, mais en fait, on se laisse tellement emporter par la globalité de cette histoire que on en oublie presque nos interrogations. Et on se dit, bah en fait, ouais, on va rester dans le mystère, mais tant mieux, entre guillemets, parce que ça fait partie de ce que l'auteur a voulu. Il a voulu nous mettre dans cette espèce de flou pour le bien de l'intrigue. Et en fait, voilà, si on veut kiffer, on se laisse porter. Et franchement, ça a été une énorme claque, ce livre. En tout cas, ce rebondissement, ce twist, je ne l'ai pas du tout vu venir. Après, forcément, une fois qu'on comprend, le final coule un petit peu de source. Il n'y a pas eu de grande surprise dans la deuxième partie, hein, donc après le twist. Mais pour moi, je me suis vraiment laissée porter. Je trouvais que c'était tellement bien écrit, je trouvais que c'était tellement original, je trouvais que c'était... Voilà, je me suis laissée porter et franchement, j'ai passé un excellent moment. Pour moi, c'est une très très bonne lecture. C'est un des... Ouais, c'est un super bon thriller, franchement. Un des meilleurs que j'ai lu cette année en tout cas. Bon, on est au mois de mars, elle ne fait que commencer, hein, bien évidemment, mais vraiment, grosse claque par rapport à ce livre-là. Vraiment une très très belle surprise. C'était la première fois que je lisais un Cyril Carrère, donc franchement, il m'a fortement intriguée. Déjà, son écriture, comme je l'ai dit, incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, j'ai hâte de... Enfin, je vais me pencher un petit peu sur ses autres livres, sur ses autres thrillers, pour voir si au niveau de la plume, c'est toujours aussi agréable et si l'histoire également est aussi bien construite, aussi bien narrée et aussi bien déployée que dans La colère d'Izanagi. Je lui ai donné la note 16 ou 17 sur Livre Addict. Je peux pas... Au début, je pensais mettre 18, mais après, quand je réfléchis, je me dis qu'il y a quand même, bah voilà, au niveau des personnages, même si ils sont très bien travaillés, je trouve qu'ils sont quand même pas assez approfondis à mon goût. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai retiré quelques points, que j'ai pas mis un 18. Mais franchement, excellente lecture. Si vous aimez bien les thrillers, je ne peux que vous conseiller celui-là. Il est quand même relativement petit, ça se lit vite, c'est agréable, l'histoire est prenante, vous n'allez pas voir les pages défiler. Et franchement, c'est hyper original, c'est addictif, enfin bref. Vraiment une très 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 bonne lecture que je ne peux que vous recommander. Donc voilà pour le roman que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Du coup, ce week-end, une fois que j'ai eu terminé le Cyril Carrère, j'avais envie de me plonger dans une petite BD. Et récemment, j'ai acheté une BD que j'aime beaucoup. Et je suis un peu triste, je vous avoue. Parce que du coup, la BD dont je parle, c'est la BD Putain de chat. Et c'est ici le 12e tome. Et le 12e tome, c'est le dernier qui est sorti. À ma connaissance, il n'y a pas de tome 13 qui a été édité. On suppose, vu la fin de cette BD, qu'il y a un 13e tome qui serait envisagé. Mais j'avoue, j'ai aucune information quant à sa réalisation, quant à sa potentielle sortie. Je ne sais pas. Mais je l'espère en tout cas qu'il y aura un 13e tome parce que je ne peux pas je ne peux pas me faire à l'idée que Putain de chat s'arrête au 12e tome. C'est impossible, j'aime trop cette saga, je veux que la puce continue ad vitam aeternam de nous produire ce genre de petite BD. En plus, c'est un petit format, il n'y a pas des masses de pages, il y a quoi, une soixantaine... Il n'y a pas de numéro de page? Ah si, 57, 59... Donc 70, 71... 57, 59, 70, 71... Putain, je sais que je suis nulle en maths, mais d'habitude c'est avec les intégrales, cosinus, sinus, machin. Pas compter jusqu'à 100. Normalement, ça, c'est depuis que j'ai 7 ans que j'arrive à compter jusqu'à 100. Donc, je disais 58, 59, 60. Non, je rigole, ça va. Je joue quand même un petit peu la comédie, hein, je suis pas teuteux à ce point. 60, 61, 62. Donc, du coup, 62 pages. 62 pages, donc c'est quand même des petites BD. Alors oui, chaque page a un sketch, donc il faut quand même
produire une 60aine de sketchs pour pouvoir faire une BD complète. Mais je pense qu'il y a matière, quoi, par rapport... voilà, quand on aime les chats, quand on a des chats à la maison, il y a matière à écrire au moins 60 pages pour faire, du coup, un 13e tome de Putain de chat. Sinon, donc du coup, ici dans le 12e tome, on est donc avec un nouveau maître et son chat. Donc je vous ai déjà expliqué un petit peu l'histoire de Putain de chat dans des précédents vlogs, mais je vais répéter au cas où vous auriez soit loupé l'info parce que vous êtes nouvellement venu. D'ailleurs, si vous êtes nouvellement venu, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. On s'amuse, on parle de bouquins, on fait des petits calembours d'humour, on se trompe en comptant les pages parce que je suis nulle en maths, mais on s'amuse bien parce que de temps en temps, on compense avec des petits points culture. Donc en gros, Putain de chat, donc c'est une série de BD composée de 12 tomes, et on va dire qu'il y a 3 parties. Il y a, on va dire, une partie... Allez, 1.1 puis 1.2 et puis la partie 2. Parce qu'en fait, on va suivre du 1er tome au 10e tome, donc un maître, un monsieur qui est, je pense, le pendant BDique de la puce, donc de l'auteur, qui est en fait cet humain-là, avec ses chats. Et en fait, pourquoi je dis qu'il y a un 1.1 et 1.2, c'est parce que dans le tome 1, tome 2, tome 3, on va suivre sa vie avec un chat. Puis il va se passer quelque chose dans le 3e tome. Et du coup, du tome 4 au tome 10, on va suivre donc toujours ce même humain avec d'autres chats. Et en fait, cette histoire, bon, il y a les 3 premiers tomes et puis les 7 suivants. Mais on peut dire que ces 10 tomes, en fait, forment quand même une seule et unique histoire, vu qu'on va suivre toujours le même humain et ses aventures avec ses chats. Et donc, on va... En fait, chaque livre... reprend les mêmes personnages, mais ça, à chaque fois, il y a une thématique transversale différente dans les livres. Donc par exemple, dans le tome 7, il va rencontrer une femme et on va suivre du coup tout... Bon, je sais pas si c'est le tome 7, hein, mais bon bref, je donne un exemple comme ça au hasard. Admettons que dans le tome 7, il rencontre une femme, et donc on va suivre le fait qu'il ait une copine dans tout le tome 7. Puis à la fin du tome 7, on va apprendre qu'il va partir en vacances, et donc dans le tome 8, c'est... le maître et ses chats qui partent en vacances. Voilà, donc en fait c'est pas vraiment une histoire continue, mais il y a quand même, enfin c'est quand même une histoire continue parce qu'on va suivre les mêmes personnages et on va les voir évoluer dans le temps, et chaque tome va avoir un petit peu sa thématique transversale, quoi, en gros. Et puis ensuite, à partir du 11e tome, on va suivre un nouvel humain et un nouveau chat, donc qui est... voilà, cet humain-là et ce chat-là. Et donc lui, en fait, il a recueilli un chat des rues qui est devenu du coup son chat à lui domestique. Et dans ce 12e tome, donc c'est Noël. Donc on est plus trop dans la période, mais bon, ça va, on est encore en mars, il fait encore relativement froid. Donc on pourrait se dire qu'on est à quelques degrés près, à quelques flocons de neige près, encore dans les fêtes. Mais donc on va suivre du coup, voilà, le fil rouge de ce livre-là, rouge comme le livre. Va être donc on va suivre cet humain et son chat pendant la période de Noël, quoi. Voilà, ça va être le fil rouge de ce livre-là. Et donc sur chaque page, on va à chaque fois avoir un gag divisé en 4 cases qui va donc voilà, expliquer de manière humoristique qu'est-ce que c'est que de vivre avec un chat ou chez un chat. Plutôt chez un chat. Voilà, et donc à chaque fois les chats ont un petit caractère de merde, hein, clairement. C'est vraiment des petites boules de poils qui sont chiantes, qui sont énervantes, qui ont un sale caractère, qui font genre qu'ils n'aiment pas les humains, parce que bon, les chats c'est la race suprême et l'humain n'est là que pour le servir, mais in fine, il autorise quand même de temps en temps à gratter derrière la tête ou à gratter sur les petites fesses, parce que ça fait quand même du bien d'avoir des gratte-gratte. Enfin voilà, donc on va suivre... Voilà, des petits sketchs humoristiques. Moi, j'adore Putain de chat. C'est vraiment, ça a été une révélation, cette BD. J'ai rencontré donc la puce, qui est l'auteur au salon Le Livre à Metz en 2023. Et donc, je lui avais pris la BD numéro 2 et numéro 3 et j'avais tout de suite accroché. Déjà, j'aime bien le style. C'est la ligne claire. Alors oui, c'est juste en noir et blanc, mais voilà, c'est des dessins en ligne claire comme ça. Et moi, j'aime bien parce que ça, voilà, c'est un peu le même dessin que Tintin, par exemple, la ligne claire, hein, cette fameuse façon de dessiner en BD. Et puis aussi, ben, j'adore l'humour de la puce. C'est vraiment un humour noir, un humour cynique, un humour parfois un peu beauf. Mais moi, ça fonctionne, c'est totalement l'humour que j'aime, c'est totalement... l'humour que j'ai aussi, donc voilà. Donc
Ouais, donc super lecture. Pour une fois, j'ai dégainé une BD putain de chat et mon putain de chat, Yumi, n'a pas fait de bêtises comme par exemple faire pipi dans mon lit. Alors il a fait pipi sur la carpette de douche le jour où j'ai lu cette BD. Bien évidemment, mais au moins, bah, c'est pas mon lit, quoi, parce que d'habitude, quand je lis une BD putain de chat, Yumi fait pipi dans mon lit, et j'ai une grande couette avec des plumes d'oie à l'intérieur, et donc la couette, non seulement, elle ne rentre pas dans la machine à lessiver, donc impossible à laver, impossible à sécher, mais en plus, ben, quand on a une couette en plume, c'est assez galère à laver à la main. Et donc ça prend du temps et parfois pour une petite tache de pipi, on met 1 heure à la nettoyer et à la sécher. Et franchement, c'est pas rigolo. Non, clairement pas, c'est pas drôle. Donc voilà, pour une fois, je suis contente. J'ai lu un putain de chat et Yumi n'a pas arrosé ma couette. Et donc voilà, j'ai adoré. Enfin, franchement, je m'en lasse pas. Même après le 12e tome, je trouve qu'il arrive toujours à se renouveler. Alors, bien évidemment, il y a toujours un peu des traits caractéristiques qui reviennent, notamment dans les réactions des chats. Mais moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve, voilà. C'est vraiment une petite bouffée de fraîcheur. C'est vraiment une BD que j'adore. Et voilà. Je n'arrêterai pas de clamer mon amour pour cette série de BD, sachez-le. Et j'espère que la puce va revenir avec un 13e tome, même plus, je l'espère, pour pouvoir donc continuer les aventures. Ici, on suit, alors je sais pas comment il s'appelle le monsieur, et le chat, je sais pas comment il s'appelle le chat non plus. Ouais, je trouve pas son nom. Bref. Bon, je sais pas son nom, mais bon, bref, le chat et l'humain, donc j'ai hâte de les retrouver dans la prochaine BD. Donc voilà pour la petite lecture que j'avais faite juste après La colère d'Izanagi. Et j'ai enchaîné avec un livre de Cécile Cabanach, oui, Le chaos dans nos veines. Alors ça, pour la petite anecdote, je l'avais acheté pour une lecture commune. Et on devait commencer donc la lecture commune ce week-end, et donc je faisais la lecture commune avec Caroline du compte Instagram The Little Green Book. Et donc elle me dit, oui, je suis pas encore prête, mais vas-y, commence la LC, et voilà. Et donc du coup, toute fière, je prends mon livre, je fais une photo pour Instagram, etc. Je la tag, et puis là, elle m'envoie un message, elle me fait, mais en fait, c'était pas du tout le livre qu'on avait prévu pour la lecture commune. Et en fait, j'ai remarqué qu'encore une fois, j'avais fait ma teuteux, parce qu'en gros, elle m'avait parlé de 2 livres, celui-là de Cécile Cabanach et un Sandrine des Tombes. Et en fait, on s'était mise d'accord sur le Sandrine des Tombes, Destombes, je sais pas comment on le prononce, moi je dis des Tombes, bon, sur Sandrine. J'espère que c'est bien Sandrine. Hein. Oui, bon, écoutez, si c'est pas Sandrine, je corrigerai ici comme d'habitude. Et du coup, on s'était mis d'accord sur Sandrine. Sauf qu'en fait, quand j'étais en librairie et que j'ai acheté le livre, je me suis complètement emmêlé les pinceaux et j'ai pris le Cécile Cabanach au lieu du Sandrine. Voilà, donc, donc au final, c'était un livre que j'avais acheté et que j'ai commencé dans le but de faire une lecture commune. Et ben finalement, c'est un échec, donc ce sera une lecture toute seule. Voilà, donc pour ce livre-là. Après, cela dit, je suis quand même contente parce que je prends quand même pas mal de plaisir à le lire, donc pur hasard du coup de l'avoir pris, enfin pur hasard, oui et non, parce qu'il était dans la palle de Caroline, mais du coup elle l'a déjà lu. Donc c'est un pur hasard, oui et non, mais en tout cas c'était pas prévu que je lise du tout ce livre-là, donc mais heureusement il est bien. Enfin, il est bien. Du coup, avant de donner mon avis, de quoi ça parle? Donc en fait, on va suivre un policier et son équipière, sachant que ce policier, normalement, il doit être muté dans le Nord tout prochainement. Il doit aller là-bas avec sa famille et ses enfants, mais il est mis sur une enquête d'une personne, d'une femme, qu'on a retrouvée dans une cabane en pleine nature, morte. Ça ressemble à un suicide. Et dans la cave de cette cabane, on va retrouver un grand baril avec de l'acide et un corps qui est... comment on dit, qui se dissout en fait. Voilà, qui se dissout dans la cuve. Et quand ils vont commencer à enquêter sur cette victime qui se serait suicidée, ils vont se rendre compte qu'en fait c'était une ancienne flic qui avait des méthodes un petit peu particulières, qui était un petit peu solitaire, qui avait beaucoup de talent pour ce qu'elle faisait, mais qui avait des méthodes relativement contestées.
et qui avait quitté la police mais qui continuait d'enquêter sur 2 enquêtes qu'elle n'avait pas réussi à résoudre et qui n'arrêtaient pas de la hanter. Et puis bah du coup ils vont se poser la question, mais on penche plutôt vers l'assassinat que le suicide, mais du coup qui aurait tué cette policière, cette ex-policière, d'autant plus qu'on la retrouve dans une cabane qui ne lui appartient pas, qui n'appartiendrait pas, alors on ne sait pas qui est la personne en train de se dissoudre à la cave, mais en tout cas, la maison appartient à une dame qui est morte depuis 2 ans, qui n'a aucun lien, semble-t-il, avec la policière, donc voilà. Que s'est-il passé? Ils soupçonnent bien évidemment que c'est un meurtre et donc ils vont essayer de résoudre le meurtre de cette policière, de savoir qui est la personne qui se dissout à la cave, et également par ricochet, ils vont tomber sur les 2 enquêtes irrésolues et donc ils vont se pencher sur ces 2 enquêtes irrésolues parce que potentiellement elles tiendraient la clé du meurtre de la policière. Voilà un petit peu pour le résumé. Alors je dois bien dire, je prends pas mal de plaisir à ma lecture. Je suis à la page 308 sur 500... Attendez, 500... 500 toujours... 17, 18, 19... Oh, ça va un petit peu mieux pour calculer cette fois-ci. Sur 519. Voilà, donc il me reste 211 pages très précisément pour terminer le bouquin. Donc j'ai dépassé la moitié du bouquin. Alors, ce week-end, j'ai eu pas mal de temps pour lire. J'ai pu m'enfiler 250 pages samedi et c'était relativement agréable. J'avoue que d'avoir enchaîné comme ça assez rapidement les chapitres, les pages, etc., j'ai trouvé que c'était très chouette parce que j'étais très bien dans l'histoire. J'avais envie de savoir, j'avais envie d'avancer, je trouvais que c'était très addictif. Mais cela dit, arrivé vers les 200 pages, oui, c'est addictif, oui, c'est bien écrit. Oui, j'aime bien l'alternance de 2 points de vue. On va être, il y a une partie qui se passe donc au présent dans ce roman, donc en 2019, et une partie qui va commencer au passé, qui va évoluer, qui va continuer pendant les années 80, 90, 2000, et là où j'en suis, on est en 2017, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je regarde vite fait, ouais c'est ça, on est au printemps 2017. Donc on se doute bien que les 2 parties en parallèle, les 2 temporalités vont à un moment se rejoindre parce qu'elles vont avoir des liens entre elles. Là où j'en suis, on commence à comprendre les liens entre les parties du présent et les parties du passé. Mais je dois bien avouer que même si l'histoire est haletante, même si j'aime bien les personnages qui pour le coup sont bien développés, ils ont vraiment un bon développement personnel, je commence un petit peu à me languir. Je trouve que c'est intéressant. J'ai envie de savoir, je trouve que c'est bien écrit, je trouve que le suspense est bien mené, j'aime bien l'alternance passé-présent. Mais là, j'ai besoin d'un second rythme, enfin d'un nouveau souffle plutôt, parce que je trouve que l'enquête piétine un petit peu, l'enquête s'essouffle, alors on commence à voir des petites avancées, mais en fait c'est tellement ténu que je trouve que ça ralentit un petit peu l'histoire, et là j'en suis à un moment où je me dis, bon il va falloir un petit déclic, un petit retournement de situation, ou alors une petite découverte qui va, nous remettre un petit peu dans le, comment dire, attiser un petit peu plus notre attention et qui va donner un nouveau souffle à l'enquête et qui donc du coup va pouvoir reprendre un petit peu sur les chapeaux de roue pour continuer, pour arriver jusqu'à la résolution finale, parce que je commence un petit peu à me languir. Voilà, donc à voir comment la suite du roman va se dérouler. Je commence à avoir mes petites théories. J'ai un petit peu des trucs en tête qui commencent à se construire. J'avais déjà un petit doute dès le début. Mon doute commence un petit peu à se transformer en certitude. Mais après, je me dis, ce serait trop facile si ce que j'avais en tête, ce soit la vérité. Donc, je m'attends à un twist, ou en tout cas à un élément que je n'avais pas vu venir, qui va me couper un petit peu l'herbe sous le pied. J'espère. Parce que sinon, ce serait un peu décevant. Voilà, si j'ai deviné les tenants et aboutissants de tout ça dès le début, ce serait un peu con. Mais je pense sérieusement qu'il doit y avoir Non. Il doit avoir quelque chose. Il doit avoir un retournement dans ces 200... j'ai dit quoi, 17 pages, c'est ça? Je crois. Je ne sais pas, on verra. Et de toute manière, vous le saurez si vous êtes... si vous me rejoignez la semaine prochaine dans le prochain vlog, je l'aurai sans doute terminé pour le vlog prochain, donc du coup, voilà, comme j'aime à le dire, c'était une aide, n'est-ce pas?
Et voilà, c'est sur cette update lecture que je clôture cette 50e semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao ciao! Et vous avez vu, j'ai dit de ciao maintenant parce que j'entre dans ma 2e année YouTube. Ah bah si vous êtes encore là dans 52 ans, ce sera ciao. Et puis là je vais bugger, je vais faire une crise d'épilepsie ou une crise cardiaque. Non, je rigole, j'ai pas fait ciao parce que c'était ma 2e année de vlog, hein, bien évidemment, j'ai juste bugué, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, donc voilà. Pur hasard. Allez, ciao.